Je me propose aujourd'hui de discuter sur l'interface nature-culture et en particulier j'ai choisi de parler sur les agroécosystèmes méditerranéens sur lesquels je travaille pour proposer une réflexion sur la non-dualité entre nature et culture. Une réflexion qui me semble importante parce qu'elle soulève la question des liens et des modalités d'engagement entre humains et non-humains, dans le cadre qui me semble important dans le cadre de la crise environnementale que nous vivons. Donc tout d'abord, un point de vue sur cette idée qu'il existerait un grand partage ou une scission entre nature et culture. Je pose la question de s'il s'agit d'un artefact ou d'une réalité. Je ne peux pas parler de cette scission sans convier en fait le travail monumental de Michel Foucault avec Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines qui nous a permis de comprendre comment s'est effectué ce passage particulier en Europe à l'âge classique, donc au XVIIe, XVe, XVIe, XVIIe, d'une pensée analogique à une pensée naturaliste. Donc une pensée analogique étant celle où l'homme se perçoit comme possédant les mêmes propriétés que tous les autres éléments de la nature et où la pensée s'élabore d'une façon qui est d'élaborer les ressemblances en fait entre nous et les autres. Donc un passage de cette pensée analogique à une pensée naturaliste qui est une extériorisation des éléments de la nature pour mieux pouvoir en connaître les propriétés et qui dès lors se fonde sur une idée très cartésienne en fait de relation de cause à effet dans le fonctionnement et les processus naturels. Dès lors, la nature devient un domaine objectivé par la science, mais aussi par la même occasion, malheureusement un objet de contrôle et non de lien et d'engagement entre humains et non-humains. La notion de non-humain pour moi est très réductrice puisqu'elle comprend en fait tous les animaux, les plantes, les champignons et les algues, tout ce qu'on veut, et y compris aussi les éléments de la surnature, donc du non-visible, non-tangible, qui habitent pour autant la nature. Donc ceci donnait lieu à un projet ethnocentré qui est probablement le plus vaste et le plus hégémonique de scission entre nature et culture et qui a probablement eu pour effet ce qu'on vit aujourd'hui à l'échelle planétaire. Pour l'anthropologie, qui est la discipline dans laquelle je me situe, l'édifice dualiste de la pensée des modernes ne possède pas, comme l'a présenté Descola, l'universalité qu'on lui prête. Et du coup, selon la démarche anthropologique, on peut se demander, en dehors des modernes, et qui sont essentiellement urbains et européens, et munis de savoirs scientifiques qui se sont établis en normes universelles, comment s'élaborent en fait les relations nature-culture dans les autres mondes, à la fois en Europe et ailleurs. Donc les mondes, l'anthropologie de la nature, y compris l'ethnoscience, donc je suis une ethnoécologue, a pour projet de comprendre la nature des modalités d'engagement entre humains et non-humains à travers la dialectique entre savoir, pratique et représentation culturelle. Philippe Descola a heureusement pour nous placé toute la diversité des modalités d'interaction entre humains et non-humains dans trois grandes catégories qui sont des ontologies régissant les relations en nature, dont l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, ça concerne finalement la façon dont les hommes et les éléments de la nature interagissent en lien avec leur extériorité et leur intériorité. Donc, je prends la Méditerranée parce que c'est une des régions où la nature et la culture a été les plus intriquées peut-être en ce qui nous concerne, et des agrosystèmes, donc forcément où il y a des interactions homme-nature très très poussées. Et je pose la question de y a-t-il une place pour une non-dualité entre nature et culture dans le cadre de l'Anthropocène. Donc la Méditerranée, très rapidement, vous connaissez tous, c'est un des grands hotspots de biodiversité. Ce terme est intéressant, il a remplacé le terme de nature.
mais aussi de diversité culturelle. Si je lis un petit passage de Braudel, qui est un grand géographe de la Méditerranée, il dit: qu'est-ce que la Méditerranée? 1000 choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. La Méditerranée est un très vieux carrefour. Donc, je suppose, moi, du coup, en tant qu'anthropologue, que la Méditerranée, effectivement, est porteuse d'une multiplicité, donc une pluralité de représentations et de valeurs. Donc, la Méditerranée, c'est aussi toute cette nature, ces 70 millions d'années d'évolution, de radiation évolutive des espèces, et la rencontre avec l'espèce humaine, finalement, si on considère nos cousins néandertaliens, se fait, qui sont les premiers à élaborer ce lien entre nature et culture, se fait il y a 250 000 ans. Un point important dans l'histoire de la Méditerranée, c'est le néolithique, où se développe cette domestication et l'avènement de l'agriculture qui a forcément un impact considérable de transformation de la nature. Et puis suivent l'ère moderne et maintenant l'anthropocène. Donc des visions très variées des relations homme-nature selon les scientifiques et les époques. C'est Jacques Blondel qui nous a présenté cela en 2015 pour dire finalement que selon les théories scientifiques mobilisées, selon les mythes peut-être qui habitent l'esprit de ces scientifiques, nous avons des choses aussi diverses que le livre, par exemple, de David Attenborough, qui se place selon un paradigme de paradis perdu, le livre de Groove et de Rackham, qui a une approche très constructiviste en fait des interactions homme-nature, la Méditerranée étant vue comme un jardin construit. Et puis le livre de Jacques Blondel et de ses collègues, je le vois dans la salle, qui nous apporte une dimension sûrement intermédiaire entre tout cela, avec en plus son apport sur l'écologie évolutive. Donc nous voyons bien qu'il y a une analyse du même objet selon les périodes, selon différents prismes, différentes représentations scientifiques inhérentes à l'avancée des connaissances et qui sont liées à des théories et différentes disciplines. Et si ce n'est que nous savons tous, et là je reconvie le travail de Michel Foucault, que le savoir c'est aussi le pouvoir, donc tout cela nous a affectés au cours du temps. Donc domestication, la nature en Méditerranée est véritablement marquée par le phénomène domesticatoire. Et ce phénomène est peut-être à revoir compte tenu des interactions entre homme et nature et non pas d'une domestication de la nature. Ah, j'ai un problème. Parce que finalement, les données que nous avons actuellement sur les anciennes domestications ne peuvent rien nous dire sur les intentionnalités et les modalités d'interaction entre les hommes et les non-humains. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agissait d'un système unidirectionnel où l'homme contrôlait et essayait? Est-ce que c'était véritablement intentionnel? Ou est-ce que ça s'est fait sur un très long pas de temps? C'est ce qu'on pense maintenant, d'un grand nombre d'interactions avec un continuum de choses qui sont entre sauvages et ce qu'on appelle domestiqués aujourd'hui. Néanmoins, la domestication, c'est un rapprochement du domus, donc de la maison, l'homme n'étant pas pour autant le seul à construire sa niche ni sa maison, puisque c'est le propre de tous les animaux. Et ce domus en Méditerranée s'élabore en termes de territoire et de paysages agro-silvopastoraux, donc qui incorporent foresterie, agriculture et pastoralisme, et aussi une biodiversité non utile, présente et reconnue, très très importante. Et on sait actuellement que les Montades, par exemple au Portugal, sont des zones de très grande biodiversité en Méditerranée actuellement. Donc la domestication, c'est aussi le lien entre reproduction des non-humains et reproduction de la société aussi, on en parlera, et l'économie dans son sens le plus large, c'est-à-dire économie matérielle, vie matérielle, et puis des systèmes sociopolitiques qui s'élaborent à l'échelle locale tout d'abord sur qui échange avec qui et pourquoi, et ainsi de suite à différentes échelles
imbriqués. Forcément, tout cela intègre des représentations complexes et diverses, et surtout des pratiques sur la nature qu'il s'agit de comprendre dans ces détails. J'ai choisi de vous présenter deux exemples très rapidement, c'est un peu des flashs. La châtaigneraie sévenole et les figuerets et oliveraies du nord du Maroc, pour vous montrer de la complexité de ces modalités d'interaction. J'aurais pu parler de la trufficulture dans le Gard ou de la regarderaie au sud du Maroc. Ce sont les systèmes sur lesquels je travaille. Donc la châtaigneraie sévenole, qui a émergé globalement au Moyen-Âge, est véritablement un système à la fois hybride, nature et culture, puisque un châtaignier, c'est une base qui part d'un arbre qui pousse spontanément, d'ailleurs qu'on appelle bouscasse, c'est une espèce de sauvage, mais on ne l'appelle pas sauvage, on l'appelle bâtard, et qui est greffé en fait par une variété qui a été sélectionnée par l'homme. Donc nous voilà en fait finalement devant un arbre qui est fait de deux individus génétiquement, et du sauvage et du cultivé que l'homme va aménager, transformer, former son architecture et surtout, ce qui est intéressant, transmettre de génération en génération. Je prétends que dans ce type de situation, il y a un fort engagement qui se crée entre les hommes et les objets en question, puisqu'il s'agit de gestes du quotidien qui engagent l'homme avec l'arbre, le verger, le paysage et l'ensemble de la nature au cours de plusieurs générations. Donc on a ici une association entre sauvages cultivés, animaux domestiques et sauvages, puisqu'il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chauves-souris, d'insectes, etc., qui sont là et souvent reconnus dans les classifications locales, qui sont totalement incompris par les démarches de l'agriculture ou de la foresterie moderne. Donc, ce que j'apporte, en fait, dans ce que je voudrais apporter dans cette discussion, c'est l'idée qu'il puisse exister plusieurs formes de pensée qui s'entrecroisent, plusieurs ontologies qui ont été classées par Philippe Descola en analogisme et naturalisme, et qu'il peut y avoir à la fois une vision naturaliste de laisser faire de la nature en tant que telle, et des visions plus on dira culturel, où l'homme s'engage selon son lien spécifique avec la nature. Donc si on regarde la châtaigneraie sévenole, ce sont des relations insécables entre des objets très divers, qui sont les maisons, les arbres, les terrasses, les systèmes hydrauliques, les murets, les pâtures, les troupeaux, et aussi une biodiversité importante, reconnue finalement selon une démarche classiquement naturaliste. La modernisation agricole, évidemment, délaisse ces modèles. Là, je l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas dessus. Mais le problème, c'est qu'avec l'abandon des châtaigneraies, la société sévenole, construite avec et par la châtaigneraie, ainsi que sa part sauvage, décline profondément. Donc nous avons beaucoup travaillé sur les phénomènes de résilience socio-écologique, portés par des mouvements associatifs, des échanges de savoir inhabituels entre savoirs scientifiques et savoirs locaux, des dépassements de frontières entre ces types de savoirs, savoirs pragmatiques et savoirs scientifiques, des réorganisations institutionnelles. Et ce qui ressort de ce travail, c'est que l'origine de ce mouvement est bien liée au lien qui réunit homme et nature, et non pas de cette scission dont on parle entre nature et culture. À l'heure d'aujourd'hui, il y a une attaque massive de la châtaigneraie par un parasite venu du Japon et sa possible transformation par des projets de bois-énergie qui entraînent dès lors des réorganisations sociales, institutionnelles et d'échanges entre des acteurs des échelles locales à l'échelle européenne. Donc cette expérience nous montre que c'est bien le lien et l'engagement qui fait que les hommes sont prêts à s'engager pour un système qui ne comprend pas que de la culture, mais bien d'une interaction nature-culture. J'en viens à un de mes modèles préférés, les relations entre les hommes et les figuerets et oliveraies du nord du Maroc. Et là, je voulais juste rentrer dans une petite histoire naturaliste, mais avant, donc le Rif dans le nord du Maroc est probablement une des zones les plus riches en matière de figuier. Il y a 133 variétés de figuiers génétiquement, dont environ 152 qui sont nommés. Et pour les habitants du Rif, domestiquer, c'est quoi? C'est nommer, cloner par bouturage à partir d'arbres issus de semis
spontané. Donc on prend un sauvage et on le bouture. On va le tailler, on va former l'arbre et on va caprifier, donc je reviendrai en détail. Et tout ça repose sur des savoirs techniques et des techniques qui engagent les hommes, une fois de plus, dans des relations multipartites avec des éléments non humains. Donc la domestication est bien fondée, il me semble, sur ces interactions complexes. Et donc si on regarde les systèmes de pensée, c'est un peu rapide, mais les noms font référence à la morphologie des fruits, donc c'est une approche typiquement naturaliste, à l'origine perçue, qui est liée à la représentation des liens au territoire entre chez nous et ailleurs, à des analogies entre les fruits et l'homme et les animaux, donc un système qui pourrait être lié à un processus analogique, et à des visions strictement utilitaires. Donc là, je voudrais vous amener sur comment se fait ce lien entre nature et culture dans la technique très particulière de la caprification, qui est celle d'accompagner le processus de reproduction des insectes pollinisateurs en fait du figuier. Le figuier est un arbre dioïque, donc il y a la figue mâle d'un côté, la figue femelle de l'autre, et en fait, localement, les gens reconnaissent ces deux insectes qui doivent accomplir leur cycle de vie totalement à l'intérieur du fruit mâle. Et cet insecte a coévolué depuis plusieurs millions d'années avec la figue et ne peut vivre, c'est un mutualisme obligatoire. Et du coup, l'homme intervient au moment où ces insectes sortent pour apporter les figues mâles sur les arbres femelles. Et on voit ainsi comment se fait ce lien entre une connaissance strictement naturaliste pour en fait accompagner la reproduction de ces arbres qui sont des arbres domestiqués. Donc c'est la domestication d'un processus écologique qui implique le figuier, son pollinisateur et son parasite spécifique. Donc les figues mâles sont sauvages ou greffées et ils font l'objet ils sont au centre d'univers extrêmement socialisés, puisque tout cela est vendu sur des marchés où l'on trie les bons caprifiguiers des mauvais caprifiguiers, et puis tout ça fait l'objet d'un lien avec le territoire où on va journalièrement apporter ces fameux caprifiguiers qu'on accroche en fait sur les figues figuiers femelles. Donc le figuier, c'est l'arbre du domus aussi, certes sur le plan symbolique, c'est un arbre qui assure les relations entre le monde domestique, la maison, la bergerie, la nature, la surnature, mais aussi des êtres intangibles de la nature, les genounes et autres génies. C'est un arbre qui protège le domus contre la foudre et les esprits malveillants. C'est un arbre nourricier et symbolique qui symbolise la fécondité. Donc, dans le cadre de ce système, je dirais qu'on fait face à une diversité aussi, une interaction entre des ontologies des relations homme-nature qui réunit animisme, parce que l'homme parle fréquemment avec ces génies de la nature qui habitent dans les arbres ou dans les animaux ou même dans d'autres hommes, et puis des phénomènes analogiques et puis toute cette histoire naturaliste du figuier. Donc mon but là est de vous dire qu'on peut avoir des liens avec la nature et on peut s'engager avec la nature tout en ayant une part de la nature qui évolue par elle-même. Je vais passer sur la fin de ce... pour arriver à ma conclusion, parce que j'aimerais bien avoir un peu de temps pour discuter. Donc ma conclusion, et c'est ce que je souhaite amener aujourd'hui comme réflexion, c'est qu'il me semble que la non-dualité entre nature-culture est un processus universel qui lie les humains aux non-humains et qui n'exclut ni l'existence de la culture ni l'existence de la nature séparément. Ces liens mettent en jeu une grande diversité de systèmes de pensée, de savoir, avec des fondements épistémologiques variés, qui aujourd'hui, dans le cadre de l'Anthropocène et depuis un moment, se mettent en interaction, que la limite des savoirs scientifiques et des inventions technologiques oblige désormais la science à s'ouvrir à une pluralité de savoirs et de pratiques sur la nature. Et il me semble, comme je l'ai dit au début, qu'il y a lieu de repenser les liens entre les hommes et la nature et des modalités d'engagement avec les processus naturels pour faire face à cette situation de crise environnementale.
Voilà, je ne sais pas si... Comme tu disais, la domestication, elle peut se faire sur un pas de temps très long. Là, tu présentes deux systèmes traditionnels où vraiment cette hybridité ou hybridation est exemplaire. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un processus d'affranchissement des contraintes naturelles par une substitution technique, on serait juste en cours de domestication et qu'il y ait des perspectives scientifico-techniques pour ces deux modèles que sont la châtaigneraie et le figuier. En fait, je connais mal le contexte. Aujourd'hui, on peut faire aussi des figuiers façon agriculture industrielle ou des châtaignes façon... ou est-ce qu'il y a une contrainte écologique tellement forte que les modèles modernes et techniques n'ont pas surmonté? Je pense qu'il n'y a pas de contraintes technologiques. On a fabriqué à peu près tout ce qu'on voulait. Par exemple, le blé a été complètement transformé. Je pense que la question n'est pas tellement des contraintes technologiques, mais de la durabilité en fait de ce qu'on produit et des impacts sur la santé ou autres. Mais on peut fabriquer tous les hybrides qu'on veut, tu le sais, des OGM et tout ça. Sur ce plan-là, non, je veux dire, on ne peut pas se passer des éléments initiaux en fait de la nature qui sont quand même nécessaires, au moins l'information contenue dans les gènes pour essayer de fabriquer un quelconque OGM ou hybride ou choses de ce genre. Par contre, je voudrais rappeler que plus on travaille sur la domestication, plus on se rend compte qu'elle est véritablement, c'est un phénomène et un processus en cours. Il n'y a pas un avant et maintenant. Et c'est pour ça qu'on s'autorise la possibilité de travailler, par exemple, aujourd'hui, sur la domestication dans l'Arganeraie, au nord du Maroc, etc. C'est un de nos points en fait, de réflexion dans le GDR domestication. On a cherché à protéger la nature, mais est-ce que c'est pas la culture qu'il faut protéger, enfin la culture au sens la culture agricole, hein. Et je pense à la Pachamama, enfin des ensembles globaux, là, comme on pourrait penser le châtaignier ou le figuier, là, des ensembles globaux, ou la rivière en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des grands ensembles qui sont reconnus comme des systèmes hein, à protéger. Je crois que, bon, pour revenir à la Pachamama, qui est véritablement issue des mouvements indigénistes sud-américains, je pense que les détenteurs en fait, des savoirs sur ce type de relation à la nature font largement le travail aujourd'hui pour essayer de protéger ce type de système. Je pense que pour des systèmes agricoles en fait, qui sont liés à certains types de savoir-faire et de modes de représentation peut-être de la nature, il y a différents mouvements, institutions à l'échelle globale, régionale et locale qui tentent de développer des labels, ne serait-ce que l'UNESCO sur le patrimoine immatériel ou la FAO sur les Global Heritage Sites en agriculture. Donc il y a des grandes zones agricoles, mais pour ma part, je ne suis pas persuadée que le dispositif qu'on a appliqué à la protection de la nature peut fonctionner de la même façon sur des systèmes qui impliquent en fait, qui doit avoir un caractère extrêmement dynamique. À la fois sur le plan culturel et aussi sur le plan... parce qu'en fait, ces cultures n'existent pas indépendamment de leur substrat, du substrat naturel. Donc c'est d'une interaction dynamique qu'il faut penser, enfin c'est là-dessus qu'il faut penser la protection, si on peut parler de protection. Vous avez parlé d'hybridité, de domestication, mais aussi de nature sauvage. Et je voulais savoir, dans ces systèmes-là, qu'est-ce qui motivait, de la part des acteurs, la conservation de cette nature sauvage? C'est ce que, peut-être je ne l'ai pas dit suffisamment clairement, le domus, en fait, comprend des paysages et des territoires qui sont extrêmement complexes,
qui comprenait avant la modernisation agricole des parts de forêt, des parts de pâturage, des zones de jachère, etc. Et la somme, je dirais, de biodiversité qu'abritent ces niches qui sont fabriquées certes par l'homme, n'est pas contrôlable par l'homme d'une part, et je pense qu'il y a une part de relationnel en fait à tout ça, de la part de l'homme lui-même, qui est de l'ordre du plaisir strictement naturaliste, quoi. Je pense que je l'ai expérimenté dans plusieurs de mes terrains et pas nécessairement que en Méditerranée. Nous sommes tous faits pareil, en fait. L'Europe n'est pas différente et les hommes partout ont aussi un certain sentiment de bien-être, en fait, à être entourés d'une diversité d'éléments qui leur plaît et qui leur convient, ou peut-être qui ne dérange pas leur projet. Parce qu'il ne faut pas non plus être idéologiquement complètement, j'allais dire romantique. En Méditerranée, l'homme s'est plus ou moins débarrassé de la plupart des grands mammifères, on n'en a plus. Mais je dirais c'est un peu ces notions d'équilibre qu'on recherche, en fait, entre la possibilité de cohabiter. Et il y a des situations d'équilibre où on peut penser les choses différemment que mettre la nature d'un côté et la culture de l'autre, d'autant que ça ne marche pas. Enfin, les systèmes qui ont été élaborés pour protéger la nature en tant que telle ont très peu fonctionné et ont été très, très questionnés. Bonjour. Oui. Moi j'avais une question, tu disais que la châtaigneraie par exemple c'était totalement incompris par les démarches de l'agriculture ou de la foresterie moderne, et je voulais savoir si tu pouvais préciser un peu quelles sont ces incompréhensions, comment elles se manifestent. Tout simplement parce que c'est une agriculture avec une dominante forestière, mais que la part forestière ne correspond pas à ce qui a constitué en fait l'ensemble des pratiques de la foresterie moderne, c'est-à-dire c'est des arbres qui sont tortueux, ce ne sont pas des arbres qui sont en rangée et ça ne peut pas faire l'objet. C'est des arbres qui sont multi-usages et qui du coup ne correspondent pas à l'objectif premier en fait de la foresterie moderne, qui est de faire des forêts d'exploitation pour le bois. Donc d'une part, et que la part pastorale, par exemple, dans la châtaigneraie n'est absolument pas reconnue, y compris aujourd'hui par l'Europe. On ne peut pas à la fois faire du pastoralisme ou de la châtaigne, je veux dire sur un plan strictement légal, il y a une totale incompréhension, puisque les primes à l'herbe ne peuvent pas cohabiter avec des primes pastorales, etc. Donc voilà, il y a une grande division, je veux dire, des institutions qui s'est mise en place, où l'agriculture s'est totalement séparée de la foresterie, et ce sont des institutions extrêmement fortes qui ne sont pas prêtes à s'achever. Quelles sont les forces, entre guillemets, alors ça peut être des contraintes écologiques, ou quelles sont les forces des non-humains qui ont conduit à cette émergence, à ces systèmes-là, on va dire de la châtaigneraie moderne, par exemple. Alors les forces des non-humains, c'est l'arbre lui-même, le châtaignier, qui a une capacité phénoménale en fait de pousser sur des terres acides. Il y a très peu d'arbres nourriciers qui a pris le pas sur les céréales, par exemple en Europe, et qui a vraiment nourri une société importante sur des sols aussi pauvres. Donc quelque part, par son écologie, en fait, l'arbre s'impose de lui-même. Et puis il y a toute la géomorphologie, je veux dire, il n'y a pas que les aspects biologiques, mais toute la morphologie, les montagnes, etc., qui impose un système une sorte de déterminisme qui impose un système de culture qui est forcément différent de ce qu'on va trouver en plaine céréalière, calcaire, où les céréales peuvent pousser, et on sait très bien que dans les Cévennes, il n'y a bien eu qu'un peu de seigle et à peine.
Donc la part non humain et sa capacité à survivre dans ce milieu qui a certes été modifié par l'homme, elle est avantageuse quand même pour les non-humains. Parce que le châtaignier n'est pas originaire véritablement de l'Ouest européen, il a été transporté et il s'est très très bien établi et on peut dire qu'il en a tiré un bénéfice aussi, en termes strictement évolutifs, un très grand bénéfice, puisqu'il pousse peut-être un peu moins avec le changement climatique.